Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Inspire entre elles. Pour rappel, ici on partage des expériences, des parcours de vie sans aucun jugement et beaucoup de bienveillance. C'est enfin l'heure de diffuser ma première interview et je suis super contente. Bon, après il y a eu beaucoup de péripéties, des animaux en folie, des trains qui passent pas au bon moment, mais beaucoup de fou rire. Donc ce n'est pas parfait, notamment sur le son, et je m'en excuse par avance, mais je pense que l'essentiel y est. Avant de commencer les amis, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de ne pas tout à fait correspondre aux cases préétablies? Si oui, aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce sentiment si particulier avec Sonia Reboul, mon invitée rayonnante et tellement inspirante. Elle va nous ouvrir les portes de son monde, un monde où se sentir à part a été à la fois des souffrances, notamment avec du harcèlement scolaire, des défis, mais aussi une sorte de richesse intérieure insoupçonnée. Elle nous livrera les clés pour comprendre comment cette singularité a façonné son parcours. Nous allons aborder plusieurs thématiques telles que l'atypie, l'harcèlement scolaire, la liberté d'être soi, la résilience et enfin Sonia nous parlera de sa chaîne Blue Hypnose. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Bonjour Sonia, heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui et surtout que tu aies accepté mon invitation. Eh bien, bonjour Fabricia, je suis très heureuse et je suis ravie, même flattée, d'être celle qui inaugure ton podcast. Et donc, je suis très contente de t'accueillir. Ben voilà, c'est plaisir partagé. Déjà, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien, on est le 1er mai, il fait beau, je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça va plutôt bien. Et je en te plus, remercie. on a vraiment un temps superbe, donc ça, c'est cool. Vous voyez les amis, même le temps s'aligne, donc c'est parfait. Ce que je te propose, Sonia, c'est de te présenter comme tu veux, voilà, en toute liberté. C'est encore peut-être plus difficile sans cadre, parce que c'est pas une activité, c'est pas une de mes activités favorites de parler de moi. Je m'appelle Sonia, je suis sexothérapeute spécialisée en hypnose, donc je reçois des femmes, des hommes et des couples à mon cabinet situé ici à Bolène. D'accord, et du coup ça fait combien de temps que tu es installée? Alors je suis installée ici à Bolène depuis 5 ans déjà. En termes de parcours, du coup, tu es certifiée, tu as fait du coup tes formations où? Alors oui, j'ai fait toutes mes formations chez Formation Évolution Synergie, qui sont situées à Avignon. D'accord. Voilà, c'était vraiment un parcours intense et très inspirant. Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir accompagnée, de m'avoir amenée jusque-là. Bon, chouette. Et moi, je vous précise une chose, c'est que Sonia, son agenda, il est overbooké, puisqu'elle est toujours pleine, full. Et bien que malheureusement, elle est obligée dire non à des gens pour se concentrer sur les gens qu'elle a déjà aujourd'hui. Donc voilà, en fait, elle a tout explosé depuis 5 ans et c'est vraiment chouette. Pour commencer ce voyage avec nous, Sonia, j'aimerais que tu partages, donc tu choisis si c'est l'enfance, si c'est l'adolescence, de tes premiers souvenirs ou des premières situations où tu t'es sentie décalée justement par rapport au monde, aux autres, peut-être incomprise. Alors, ça fait bizarre de commencer par ça, cette atypie, parce que ce sont des mots qui deviennent populaires depuis seulement quelques années. Avant, on ne mettait pas forcément de mots dessus. C'est plutôt chouette d'ailleurs d'avoir des mots pour se signifier. Et pour moi, ce décalage, il a commencé dans les petites classes, parce que j'ai subi de nombreuses formes de harcèlement dès le primaire. Et ce qui a amené des difficultés dans les interactions avec les autres, surtout, qui m'a fait avoir ce sentiment très fort d'être à part, d'être mise à part ou d'être en décalage très trop souvent. Okay. Quand tu parles d'harcèlement, on parle aussi bien de tes petits camarades que de l'encadrement, par exemple les profs déjà à l'époque? Oui, parfois l'encadrement scolaire, surtout dans les petites classes, peuvent être durs avec les élèves qui ne rentrent pas dans le rang
la norme. Dans les fameuses cases, Oui, où on dans les essaye fameuses tout le temps de nous mettre Oui. dans des cases. Et surtout, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en étant une élève qui avait des facilités, qui apprenait vite, qui comprenait vite et qui la plupart du temps rendait des devoirs corrects, dès que j'avais le malheur de faire une erreur, parce que j'étais assez étourdie, c'était montré du doigt. Ah oui, c'était la double Oui, peine. oui. Donc c'est-à-dire l'excellence n'avait pas le droit de faillir. Dès le CE1, je me souviens très bien de cette maîtresse en CE1. Après, il y a eu la maîtresse de CM1 aussi, pour ne pas les nommer, mais qui ont été, oui, je les ai trouvées assez dures avec moi. C'est dingue d'entendre ça quand même. Hein. Ouais. Que c'est dingue, parce qu'on est quand même des âges, tu parles de primaire, où on se construit. Et si déjà l'encadrement scolaire ne nous aide pas à nous épanouir et à tout simplement, je cherche mon mot, pas sublimer, mais en tout cas nous donner de la confiance en soi et de l'estime de soi, déjà c'est compliqué quoi. Oui. Et c'est surtout, ensuite, voilà, sans dénigrer les profs ou des écoles ou du collège, mais certainement qu'eux aussi ne peuvent pas, pour protéger un élève, ne souhaitent pas se mettre à dos tout le reste de leurs élèves, c'est humain. Ouais, c'est humain, mais bon, on est quand même dans l'encadrement scolaire, quoi. Donc si je comprends bien, il y a une part de toi qui conscientise, même si tu es une enfant, on est bien d'accord, hein, que tu as quand même des facilités, tu fais les choses facilement, tu es créative, donc tu as une certaine rapidité. Voilà, et je pense beaucoup d'imagination, enfin, dis-moi si je me trompe. Donc il y a déjà, ça vient de toi, voilà, qui à ta petite échelle prend conscience, puisqu'on rappelle ton âge, c'est le primaire. Et d'un autre côté, tu le vois aussi par rapport aux interactions avec tes petits camarades et les professeurs. Oui. Après, je ne sais pas si je le conscientise. Hein. Non, mais quand je dis conscientise, c'est vraiment ramené à l'échelle de ton âge à cette époque. Parce Oui. que tu restes une enfant. Oui. Et à cet âge-là, je pense pas qu'on conscientise grand-chose. Parce que j'ai très peu conscientisé, j'ai très peu... et c'est peut-être ça qui m'a permis de traverser toutes ces années difficiles, c'est que je n'ai pas pris ce temps d'analyse de ce qui se passait. J'ai vécu les choses, point. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain ou qu'est-ce qui s'est passé hier. Je vivais les choses. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de traverser ça et de pouvoir m'en sortir, plus ou moins. Non, mais je pense que tu as raison. Et à cet âge-là, déjà, il faut avoir la fonctionnalité d'analyse, hein, on est bien d'accord, qui aurait peut-être été erronée, justement par rapport à sa conscience de l'âge que tu as à ce moment-là. Et effectivement, comme tu dis, c'est de vivre les instants, bon, quels qu'ils soient, même si c'est de la souffrance, c'est douloureux, mais comme tu dis, de continuer en fait. Et je pense que l'analyse viendra beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc là, on est au primaire. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette fameuse période qu'est l'adolescence et qui est souvent charnière, puisque là, on commence à créer ces premières relations. Pour moi, c'est vraiment la période charnière où on est censé se construire, où il y a une période de changement, en tout cas, que ce soit physiquement, hein, on parle de la période de la puberté, on parle aussi d'une conscience qui est un peu plus aiguisée, et on arrive vraiment dans le changement à l'adolescence. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'adolescence a été assez compliquée parce qu'il y avait ce paradoxe où certains profs avaient conscience de mes facilités et peut-être les mettaient en avant, ce qui peut-être accélérait le harcèlement et la mise à l'écart des enfants et des ados. Donc on parle quoi là, de chouchou par exemple? Chouchou du prof? De chouchou, comme voilà, on va pas le cacher, mais on était au collège ensemble avec Fabricia. Et tu me rappelais cette anecdote où la prof de français avait lu ma rédaction. Ça, clairement, c'est des choses que j'ai complètement oubliées. Dans ma mémoire, ça n'existait pas. C'est toi qui me l'as rappelé dernièrement. Mais donc, il y avait ça. La prof qui lit et qui encense, d'après tes mots à toi.
ce travail que j'avais fait, que j'avais effectué, cette rédaction. Et dans le même temps, chez moi, ce sentiment de bof. Pourtant, tout le monde dit que je suis nulle, que je suis pas ok, ou me critique de plein de façons possibles, ou m'insulte, puisque c'est allé jusque-là, insulte, harcèlement. Et ce paradoxe est très difficile à gérer quand on a 12 ou 13 ans. Ouais, bah là on était à 11 ans, 12 ans, hein, clairement, mais c'est marrant que tu me... Voilà, oui, parce que moi je vous le cache pas, Sonia et moi, on a été au collège ensemble. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'elle a sa perception, comment elle a vécu les choses, et moi j'ai ma perception de moi, Fabricia, de vision extérieure. Et je peux vous jurer qu'elle avait fait une rédaction, mais un truc... voilà, c'est pas tant la réaction de la prof, moi, qui m'intéressait quand je te parlais de ça, c'était que toute la classe, on était bouche bée. La prof, je m'en fous un peu, tu vois, sur ce sujet-là. C'est que vraiment tous, tu vois, même, on reste dans un groupe, hein, on aime des gens, on n'aime pas, on aime plus d'autres gens. C'est que là, tout le monde était unanime pour dire que la rédaction, même moi je dirais plutôt une dissertation à ce niveau-là, t'avais bouche bée tout le monde était la bouche ouverte par terre en disant, waouh, mais c'est canon, elle a été chercher des trucs, parce que vite fait, hein, je vous dis les gars, c'était dans une planète futuriste, un petit personnage qui partait comme ça à l'aventure, mais vraiment, on s'y croyait, quoi, la planète. Alors, c'était pas Mars, hein, évidemment, c'était une autre planète. Je retrouverai d'ailleurs, parce que j'ai une excellente mémoire, le nom, parce que tu avais donné justement un nom à ton écrit, et il y avait le nom de cette fameuse planète, et tout le monde était subjugué. Personnes, en tout cas certaines qui ont pu être subjuguées par ça, sont devenues des harceleurs par la suite. Complètement. C'est ça le paradoxe et peut-être la plus grande difficulté. J'en parle souvent avec certaines des personnes que j'accompagne, d'une des difficultés des personnes qui ont ce fonctionnement atypique. Il y a quelquefois un grand complexe de supériorité, parce que c'est là, c'est du réel, c'est des faits, ça va plus vite, il y a plus de compréhension. Pour moi, c'est actuel. Il y a plus de flexibilité, de créativité, de capacité à rebondir, de compréhension aussi. Mais aussi ce profond syndrome de l'imposteur et de ne jamais être à sa place. Et ça, quand ça rentre à conflit... à l'intérieur, c'est compliqué, ouais. À l'intérieur, c'est très compliqué. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est ce qui se passait là, dès peut-être la maternelle. Pour moi, ça a été ça, sans avoir cette capacité à le conscientiser. Parce que je n'avais personne à qui parler. Ouais, mais après, est-ce que vraiment tu avais envie d'en parler? Personne ne m'a appris à le faire. Donc on passe cette période, donc collège, on va arriver au lycée. Donc si tu veux, comme toi, à toi de nous dire, tu préfères rester un peu au collège, au lycée, comment tu as vécu les choses? Le lycée, ça a été beaucoup mieux parce que tout ce qui m'a permis dans les petites classes et au collège de traverser ça sans trop de dommages, c'est-à-dire la littérature, beaucoup. J'ai toujours été dans les jeunes années une boulimique de lecture. Je pouvais relire des bouquins plusieurs fois, mais aussi la découverte de la philosophie, la découverte de la poésie, de la sociologie aussi, de l'âme humaine. J'ai toujours été assez fascinée par ce que l'humain peut faire, autant dans sa lumière que dans ses ombres. Mais tout ça, ça m'a permis de traverser, je me suis nourrie de ça, de toutes ces lectures que j'ai fait, de ces rencontres philosophiques que j'ai fait. Et au lycée, ça a pu s'ouvrir, parce qu'au lycée, il y a une conscience peut-être plus grande des choses qui se créent chez les jeunes. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient plus dans mon univers. Aujourd'hui, on nous appellerait des geeks, hein. Mais ça m'a permis enfin d'être moi-même et de ne pas être dans ces rôles que j'avais construits. Oui, tu portais un masque en fait tout le long. C'est-à-dire que tu savais... Un masque obligatoire. Obligatoire parce que sinon j'aurais pas pu traverser tout ça. C'était impossible. Ouais, donc une espèce de masque armure, quoi.
pour se confronter à l'autre et aux autres. Oui. Donc du coup, Sonia, on est aux années lycée où tu me dis qu'enfin tu arrives à assumer pleinement ta personnalité, de plus porter ce masque, Mhm. puisque tu trouves des Non, personnes... pas pleinement, hein. Non, c'est plus compliqué que ça parce que c'est pas que je vais mieux au lycée, c'est qu'il y a des laps de temps avec d'autres où je ne me sens pas jugée et où je peux davantage être moi-même avec ces personnes-là. Ce qui n'enlève pas tout le mal, tout le trauma que les années collège, le harcèlement aussi au primaire, que la réaction de certains adultes et peut-être l'incapacité aussi de ma famille d'en parler. Tout ça, non, je ne me suis pas découverte pleinement au lycée, loin de là. Voilà, mais tu t'es sentie avec des périodes, des parenthèses. Mais il y a des espaces où j'ai pu plus m'ouvrir. Oui. Exactement, ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux en parler un peu de ça, sans rentrer dans les détails, dans ton justement noyau familial? Donc si j'entends bien, c'est que tu t'en parlais pas en fait. Non. Les personnes étaient là pour t'écouter. Non. Voilà. Il y avait un contexte familial qui était parfois lourd, hein, avec des épisodes de dépressivité, pas toujours une très bonne entente dans le couple parental. Ma grand-mère qui était très importante pour moi, qui a eu un accident quand j'avais 15 ou 16 ans, je me souviens plus exactement quel âge j'avais. Voilà, des difficultés financières aussi qui étaient là, qui faisaient que tout le contexte était lourd, quoi qu'il en soit, et que voilà, ça c'est peut-être une caractéristique de ma part, de ne pas en rajouter, peut-être pas rajouter mes problèmes, et pas sûr non plus d'être entendue, accueillie ou pleinement écoutée, comme je l'aurais souhaité. Ok, mais c'est important d'en parler aussi, parce qu'aujourd'hui tu accompagnes des gens. Voilà, où vraiment, moi je trouve que d'en parler, c'est super important. Oui. Et parfois, regarde, tu as l'exemple même, tu n'as pas les ressources nécessaires à la maison, ou parce que toi tu n'as pas envie d'en rajouter comme tu dis, ou peut-être que les personnes en face ne sont pas capables non plus d'écouter, parce que écouter ça s'apprend. Oui. Voilà. Oui. Donc, écouter ça s'apprend, et d'autant plus quand on est parent, c'est difficile de recevoir la souffrance de son enfant. Complètement. Et c'est très culpabilisant, c'est douloureux, surtout si ça se rajoute à sa propre souffrance d'adulte. Moi, je voudrais revenir à ce que tu disais dès le primaire, justement avec ce cadre scolaire, où pour moi, un enseignant, c'est quand même lui. Alors oui, il est là pour donner des connaissances aux petits, mais moi, je pense que ce qui manque beaucoup dans le système scolaire français, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Est-ce que justement, tu as un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis, pas forcément pour moi, mais j'ai le souvenir d'une prof de maths de ma fille, qui quand elle avait peut-être 13 ou 14 ans, lui a dit clairement, alors qu'elle avait de bons résultats, en tout cas des résultats corrects dans quasiment toutes les matières, sauf en maths, mais cette prof de maths lui a dit non mais avec ces résultats-là, tout de suite, elle était peut-être en 5e, opte pour un CAP. Ah oui, c'est super violent. Et ça, alors ma fille l'a vécu, mais j'en entends tellement souvent parler de ces profs qui, parce que dans leur matière, l'enfant n'est pas intéressé et qui ne sont pas peut-être eux capables de se remettre en question dans leur capacité d'intéresser le jeune, mais qui vont casser l'estime de soi, la confiance et peut-être les rêves d'un gamin de 12 ou 13 ans. Et ça, je pense que dans l'éducation nationale, il y a un grand manque de psychologie de l'adolescent qui serait bon de prendre en charge aujourd'hui. Non. Bon, après, on voit un peu plus. Je sais pas si tu connais, par exemple, Monsieur Prof, moi j'adore, sur TikTok. C'est un prof d'anglais qui est un vrai anglais d'ailleurs, mais qui a une façon de faire ses leçons
bah, c'est le chouchou, hein, il est en train de cartonner sur TikTok parce qu'il y a de la bienveillance, il y a de l'estime de soi, il y a de la confiance en soi. Et quand je vois ça, je me dis waouh, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un prof comme ça bah, pour les maths par exemple, pour moi. Puisque au final, j'adore les chiffres, je le vois 25 ans après, mais par contre, dans les cours de maths, je les avais en horreur, quoi. Et je me disais, bah, je suis nulle, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que, bah ouais, des fois, les profs n'ont pas la bonne façon de t'amener les choses. Oui. Alors que certains sont extraordinaires. Exactement. Mais peut-être que ceux-là, on ne les met pas assez en avant. Exactement. Donc là, on parlait du rôle de l'encadrement scolaire, mais si on parlait des rôles des parents, justement sur la construction de l'enfant. Plus que les parents, c'est tout l'entourage. On pourrait, je pense qu'il y a deux choses qui permettent de traverser des situations traumatiques ou des situations compliquées ou difficiles pour le jeune. C'est vraiment, comme le dit Cyrulnik, c'est l'importance des 1000 premiers jours et peut-être même des tout premiers jours, des toutes premières semaines de l'enfant. C'est lui permettre d'avoir ce noyau d'estime de soi, de confiance en soi, se sentir apte ou légitime d'exister et d'être aimé. Et ça, je pense que lorsqu'on a ça au départ de sa vie, c'est moins inconfortable de traverser des choses assez terribles. Ouais, mais moi, et du rejet, de l'abandon et de l'humiliation également. Complètement, mais moi je valide à 300%. Et outre ces 1000 premiers jours, comme tu dis, moi j'ai encore une autre croyance. Je pense que ça se passe même à l'intérieur quand la femme est enceinte. Je pense qu'il est très important que sa maman parle à son enfant, que ce soit la mère, que ce soit le père, que ce soit les frères et sœurs, parce que ça j'y crois beaucoup. Moi je m'intéresse beaucoup aux relations intergénérationnelles, de ce qu'on peut porter de nos aïeux, et de surtout toute cette fabrication qui se passe au moment de la procréation et justement de ces 9 mois. Je pense qu'il faut donner beaucoup d'amour. Et comme tu dis... Et beaucoup également à la maman, parce que la sécurité émotionnelle de la maman au départ, dès la conception et ensuite au moment d'accueillir l'enfant est très importante. Une maman qui se sent sécurisée, qui se sent aimée, qui se sent bien entourée, va forcément pouvoir donner plus de stabilité émotionnelle à son enfant qu'une maman qui naît par exemple comme sous les bombes en Ukraine en ce moment ou dans des milieux défavorisés. Complètement. Où l'insécurité est partout, est palpable. Lorsqu'une maman se sent en sécurité, elle apporte cette sécurité à son enfant, qui peut commencer à se construire avec ça. Et donc avoir un noyau certainement solide. Ouais, une base essentielle pour commencer sa vie, ouais, mais complètement. Du coup, Sonia, quand on parle de l'atypie, moi je pense personnalité atypique. Donc moi je vois HPE, HPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, il y a donc HPE, HPI qui est haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, mais il y a aussi tous les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDA, TDAH, tous les 10, dyslexie, dysorthographie, etc., mais aussi tous les troubles du spectre autistique, TSA, ce qu'on appelle Asperger aussi. Et ça, c'est assez vaste. Ensuite, il faut savoir et bien se rendre compte qu'il y a des passerelles, qu'il y a vraiment des similitudes dans tous ces termes, au niveau du trouble, au niveau des spécificités, des particularités des personnes. D'accord. Du coup, je pense que peut-être que toi, en thérapeute, tu accompagnes des gens et tu arrives à en repérer quelques-uns, mais concrètement, c'est des professionnels qui doivent reconnaître ça. Oui. On est d'accord ? Oui. Des professionnels qui ont été formés à faire passer et à diagnostiquer ces différentes atypies. Ouais, parce que je suppose qu'il y a des tests de personnalité. Il y a des tests selon l'âge, le profil, etc. Ces tests, et on en parle beaucoup dans les milieux atypiques, ces tests qui peuvent parfois être faussés par de la fatigue, par certaines personnalités atypiques peuvent aussi trop analyser les questions et vouloir y répondre
en fonction de l'obtention ou non de la validation ou non de leurs troubles. Donc tout cela peut être faussé. Donc c'est aussi peut-être se reconnaître, se sentir soi-même atypique, sans mettre une étiquette HPE, moi je suis autiste, moi je suis ci, moi je suis ça. Mais peut-être juste, je suis un peu, je me sens décalée et je coche ces cases-là. D'accord, bah merci pour toutes ces informations, parce que tu vois, moi je connaissais pas. Ensuite, voilà, il y a des forums et des podcasts très bien. Graines d'autistes, par exemple, Bande d'autistes, que je suis sur YouTube, qui donne une liste de tous ces termes, les spécificités, les caractéristiques, etc., qui sont très intéressants. Super, mais de toute façon, ça je rajouterai en plus des informations pour toi, sur toi. Voilà, si ça décide à nous conseiller, parfait. Du coup, moi, ce que j'aimerais, pour moi et pour les gens qui nous écoutent, si on rencontre ce type de personnalité, quels conseils tu pourrais nous donner pour interagir avec ce type de personnalité? Laisser les personnes s'exprimer et être telles qu'elles sont, et que ce soit des personnes atypiques ou neurotypiques. À l'inverse, c'est d'aller dans le respect, la bienveillance, le non-jugement. Et finalement, laisser les personnes être qui elles ont envie d'être. Et ça, c'est fondamental pour moi. C'est aussi cette capacité à donner à l'autre et à l'enfant, surtout, et ça c'est très important, un libre arbitre. Cette capacité à prendre du recul sur ce qu'on lui apporte, ou sur ce que lui apporte au monde, sur ce qu'il dit, sur ce que l'autre dit. Prendre du recul et réfléchir et avoir un libre arbitre sur tout ça. Cette notion de libre arbitre, de liberté, pour moi, elle est fondamentale. Et dire que c'est ok. N'importe quel comportement, n'importe quelle pensée, elle a une explication qui peut sembler irrationnelle sur le coup, mais qui est forcément rationnelle par rapport au passé de la personne. Oui, ça c'est un précepte qu'on nous apprend en PNL. Ta carte du monde n'est pas forcément celle des autres. Et c'est vrai, parce que moi j'étais quelqu'un, je vous dis tout, qui était très dans ma carte du monde et qui pensait que ma vérité était la vérité absolue. Et les années grandissant, non. En fait, chacun a sa carte du monde et comme tu dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est la carte du monde avec laquelle on s'est construite, qui va être modulée tout au long de notre vie. Mais contente de t'entendre dire ce mot. D'être vraiment libre d'être qui on est en fait. Et moi c'est à quoi je tire aujourd'hui, c'est que on est chacun unique dans sa personnalité, on a des qualités, on a des défauts comme tout le monde, mais en tout cas on est libre d'être vraiment qui on est. Et je pense que quand on a atteint ce niveau-là, on est arrivé à un sommet super épanouissant, je trouve. Et peut-être, c'est peut-être la voie de la sagesse, mais au-delà des pensées, des comportements, c'est aussi les émotions qui nous animent. Une émotion n'est jamais fausse ou mauvaise. Chaque émotion, toutes les émotions qu'on ressent, pour ma part, sont justes. Et si on accueille ça, déjà pour soi, on arrivera plus facilement à l'accueillir de l'autre. Forcément. Et donc dans ce cas-là, il n'y a plus de jugement et il y a de la bienveillance. On a parcouru ton enfance, ton adolescence, ta rentrée dans la vie adulte. Moi, je voudrais interroger la femme qui est en face de moi aujourd'hui. Du coup, tu m'as dit que tu étais thérapeute, installée depuis 5 ans à Bolène, mais je sais que tu as plein d'autres activités, donc est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors je crée depuis quelques temps des podcasts et des audios en ligne. J'ai créé notamment tout dernièrement la chaîne Blue Hypnose. D'accord. Qui propose des méditations guidées, des hypnoses que l'on peut retrouver sur YouTube et en podcast. C'était très important pour moi d'aller vers ça, d'aller vers Internet, parce que ça vient boucler un peu la boucle, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle en créant des sites sur Internet au tout début des années 2000 et c'est un milieu que j'aime bien. Et pouvoir le relier aujourd'hui à ma pratique, notamment de l'hypnose, de la méditation, parler de sexualité, c'était très important pour moi. Et vraiment, ça m'apporte beaucoup.
ça me permet de m'épanouir au-delà du travail sur soi, de la thérapie, dans la créativité, dans la métaphorisation aussi des souffrances, mais également du plaisir à être au monde. Et peut-être aussi en tout cas je l'espère, que j'emmène dans ces méditations, dans ces hypnoses, dans ces différents podcasts, cette créativité et ma manière à moi de voir le monde. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. Bah, c'est chouette. Déjà, pour tout vous dire, j'ai suivi les 30 jours de méditation, en sachant que moi, pour méditer, c'est un peu compliqué. Donc, je m'y suis mise depuis 1 an. Et moi, je l'ai fait tous les jours. Oui. Donc, Fabricia parle du défi 30 jours que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Blue Hypnose. Bon, par contre, moi, c'était pas plus de 10 minutes. Mais bon, déjà, pour moi, c'est beaucoup. Et il y a quand même ce temps pour moi de reconnexion qui m'a fait du bien, tout simplement. Donc, outre, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, le lien sur Blue Hypnose. Donc on voit que tu es riche d'enseignement et que tu as plusieurs activités. Dans ta vie d'aujourd'hui, c'est quoi tes projets futurs ? Des projets futurs, il y en a toujours plein. C'est ça qui est chouette. J'ai 1000 idées à la minute. Mon regret, le plus important dans la vie, c'est de ne pas avoir le temps de tout mettre en œuvre. Mais voilà, c'est continuer à avancer et de faire ce que mon intuition, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'intuition pour moi est aussi importante qu'accepter ses émotions. Je crois que ça va ensemble. Je vais là où mon intuition me porte. Et aujourd'hui, c'est une intuition que je veux libérer avec le moins possible de contraintes dans la vie. Donc c'est ça qui me guide. Donc c'est vers ça que je veux évoluer. C'est d'aller de plus en plus dans une vie libre et sans contrainte. Beau programme. Oui, ça a l'air chouette. Ouais, ça a l'air chouette. Donc moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Mais de toute façon, je suis vraiment pas inquiète. Voilà, et je voulais encore te remercier. C'est moi qui te remercie. Ouais. Est-ce que je peux profiter de ton podcast pour remercier aussi toutes les auditrices et tous les auditeurs qui me suivent depuis bien sûr. de nombreuses années, presque maintenant, et que je remercie beaucoup. Tu fais bien. En tout cas, là, tu donnes beaucoup de bonheur. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Moi, je pense que l'échange humain, c'est vraiment du partage, c'est d'accueillir les choses. On peut ne pas être d'accord des fois, ça peut arriver, mais c'est toujours respecter l'autre dans ce qu'il est. Et moi, je suis vraiment preneuse de ça. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Et j'espère que vous allez aimer et partager un maximum. Oui, et donc longue vie à Inspire entre elles. Exactement. Comme promis les amis, voici toutes les coordonnées de Sonia. Donc pour rappel, elle est dirigeante, sexothérapeute et créatrice de la chaîne Blue Hypnose. Donc son site internet www.sonia-reboul.fr. Sinon, vous tapez directement Sonia Reboul dans la barre de recherche Google, vous allez la trouver assurément. Ensuite, sa chaîne Blue Hypnose qu'on retrouve sur YouTube, donc Blue B-L-U-E, plus loin Hypnose, et vous la retrouvez également sous le même nom sur Instagram et TikTok. Ici, nous retrouvons les références données par Sonia, dont l'ouvrage Les 1000 premiers jours de votre enfant, de Nathalie Cassovicarini et de Boris Cyrulnik. Et enfin, si vous avez besoin, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'Atypie, rendez-vous sur YouTube, et là, vous allez chercher bande d'autistes et crème d'autistes. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà, un grand merci d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment avec nous, et peut-être même que certains mots ont fait écho en vous. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre soutien est ma plus belle des récompenses. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine rencontre, et en attendant, je vous embrasse et prenez soin de vous.